Mai 49. Parti de Toulon à bord du croiseur Georges Legge, qu'escorte le croiseur Gloire, le président Vincent Auriol, renouant une tradition ancienne, est parti saluer le plus français des domaines français d'outre-mer, l'Algérie. Courte halte, au milieu de ses travaux écrasants, le président, entre M. Jules Mock, ministre de l'Intérieur, et M. Johannes Duprat, secrétaire d'État à la Marine, goûte un peu en touriste ces belles heures de mer, pendant que toute l'Algérie s'apprête à l'accueillir. Alger, en effet, est en fièvre. 20 ans sont passés depuis qu'un président de la République, Gaston Doumergue, a posé le pied sur cette terre. 20 ans lourds d'événements tragiques, mais qui ont affirmé plus encore l'indissolubilité franco-algérienne. Murs et vitrines se chargent de tricolores, d'insignes et de portraits. Alger n'est plus seulement une ville, c'est le décor d'une fête nationale. C'est sur ce décor heureux que se lève le jour de l'arrivée. Depuis l'aurore, les quais se sont couverts d'une foule bigarrée, qui reste depuis des heures les regards tendus vers la mer. Et voici qu'apparaissent les deux beaux bâtiments. Le ministre Marcel Edmond-Negelen, gouverneur général de l'Algérie, est aussitôt à bord, pendant que les salves se succèdent, pour saluer le premier magistrat de la République et le conduire à bord de la vedette amirale, à travers le port, jusqu'au quai de l'Amirauté où l'attendent les plus hautes personnalités d'Alger. Mais si le maire d'Alger, M. Gazagne, est le premier Algérois à saluer le président au moment où il pose le pied sur le quai, tout de suite après, c'est Alger tout entière qui lui manifeste sa joie et son émotion. C'est encore au milieu des acclamations populaires que M. Vincent Auriol gravit les degrés qui mènent au grandiose monument aux morts, qui, face à la mer, dans un décor inoubliable, exalte le souvenir des hommes de cette terre morts pour la cause de la patrie. Et c'est à nouveau au milieu des acclamations qu'après cette halte pieuse, le président redescend jusqu'au plateau des Glières, où il va remettre à Alger, capitale de la France au combat, à Alger, capitale de la France libre, la croix de guerre. Pour son courage et sa vaillance, nous vous décernons, au nom de la République, la croix de guerre avec palme. Symbole émouvant, ce sont deux orphelins de la guerre qui portent le coussin aux armes d'Alger à l'heure de la récompense. À travers eux, leurs pères, les morts qui furent à la peine, sont aujourd'hui à l'honneur. Et, salut des soldats à la récompense des soldats, l'armée défile. Combien encore dans ces troupes, où se trouvent représentés les plus beaux corps de l'armée d'Afrique, participèrent au combat qu'exalte aujourd'hui la croix de guerre d'Alger. Parmi les zouaves, les tirailleurs, les spahis et les chasseurs qui défilent, certains encore peuvent se souvenir des heures tragiques où Alger tint sa place au rang des combattants. Derrière eux, une foule sans uniforme, mais une foule en ordre, en formation presque encore militaire, ceux qui répondirent un jour à l'appel du pays et qui conservent de ce temps un souvenir ineffaçable,
un éclair dans le regard, une croix sur la poitrine, une marque dans la chair. Et, précédé de sa rutilante escorte de spahis dont l'uniforme traditionnel éclate sous la lumière crue, le président se rend à l'ancienne mairie où il s'adressera à la foule algéroise et par-delà à toute l'Algérie. C'est cet esprit d'union, exalté par le partage des douleurs et des gloires, que je viens aujourd'hui consacrer. Union dans le respect des libertés individuelles et publiques, dans le respect des lois et des institutions républicaines. Union dans le respect des opinions, des traditions, des croyances. Union sous la souveraineté de la France, guide et soutient des hommes libres pour la prospérité solidaire de la France et de l'Algérie. Plus tard, au palais d'été, le président que la population d'Alger a depuis le matin accaparé va pouvoir consacrer quelques instants à l'amitié qui l'unit au gouverneur général. On les verra s'entretenir tour à tour avec le maire d'Alger et avec le président de l'Assemblée algérienne, M. Saya Abdelkader, puis avec diverses personnalités du monde musulman ou de la haute administration. On les verra s'écarter un instant des groupes pour contempler le cirque extraordinaire de cette ville où le résistant Vincent Auriol vécut au cœur de la guerre 2 années de lutte et d'épreuves. Mais la journée présidentielle n'est pas terminée. Il lui faut encore recevoir, dans le cadre du palais d'été, le salut des corps constitués, assemblée, administration, armée, justice, culte, université. Et c'est sur cette assemblée qui réunit l'essentiel des pouvoirs temporels et spirituels du pays que tombera le court crépuscule africain et que se clora la première journée du voyage présidentiel. Le lendemain, de bon matin, l'éminent visiteur va connaître le port. On sait que le port d'Alger, le plus important de toute l'Afrique du Nord, est l'un des plus beaux témoignages de l'effort français. Là où n'existait voici 100 ans qu'une pauvre darse, s'alignent aujourd'hui d'immenses bassins aptes à recevoir les plus gros tonnages. Le port d'Alger, qui reprend jour après jour son importance d'avant-guerre, avant d'en acquérir une nouvelle au confluent des routes méditerranéennes, se classe parmi les réussites françaises en Algérie comme l'une des plus éminentes. Mais la visite du président à Alger ne serait pas complète si elle ne comportait un contact avec l'avenir. Et c'est sans doute pourquoi le président a voulu, à l'université, dire sa confiance aussi bien à ceux qui ont charge de former les élites de demain qu'à ceux et à celles qui demain formeront l'armature spirituelle de la France algérienne. Et c'est peut-être devant ces jeunes visages
que le président murmurera pour lui seul la phrase qu'il dira demain publiquement: « J'ai été bouleversé par l'accueil que m'a réservé Alger ». Beaune, c'est la seconde étape du périple algérien. Et dès l'arrivée, l'enthousiasme d'Alger se retrouve. Les acclamations couvrent les salves des canons, couvrent les hurlements des sirènes, qui après avoir si longtemps clamé l'épouvante, clament aujourd'hui la joie. Et à l'entrée au stade, il semble que l'enthousiasme monte encore. Avec simplicité, le président remet à Beaune pour sa vaillance, pour ses blessures, pour son courage et son sacrifice, la croix de guerre. Détail émouvant, le président a remarqué tout près un mutilé des heures terribles. Il se détourne de son chemin, va vers lui, se penche, l'embrasse. La caméra a pu saisir ce moment dont les mots sont impuissants à exprimer l'émotion, mais dont immédiatement toute l'assistance a compris le sens et la grandeur. Beaune maintenant va s'effacer. Beaune qui, selon les paroles mêmes du président, nous démontre par ses réalisations que l'Algérie est sous l'égide de la France une création continue. Et c'est dans le chatoiement pittoresque du Goum de Tébessa que le premier citoyen français reprendra sa route algérienne. Constantine, sur son rocher, n'est que détachement et rudesse. L'antique capitale numide a depuis toujours la réputation d'abriter un peuple froid et réservé. C'est là cependant que le président devait connaître un accueil particulièrement chaleureux. Devant l'orgueilleux monument aux morts dressé sur la pointe de Sidi Msid, le président est d'abord allé s'incliner dans un silence seulement troublé par l'envol de centaines de pigeons, tandis que s'égrenaient les notes de la sonnerie aux morts. À pied maintenant, il suit les rues au milieu d'une foule dont l'enthousiasme ne cède ni à l'attente ni à l'ardeur d'un soleil brûlant. Sur sa route, salut enfantin, voici une petite fille portant une gerbe. Voici autour d'elle les enfants de l'orphelinat. Et le président laisse alors parler son cœur de grand-père. Avec gentillesse, avec bonté, avec émotion, il s'arrête près d'eux. Il parle à ses tout-petits. Un peu plus, il va jouer avec eux. C'est alors que l'enthousiasme de la foule monte encore. Le service d'ordre est bousculé. Constantine tout entière veut rompre les barrières qui la séparent du président. Et c'est presque de justesse que le président de la République échappe à l'étouffement de l'affection populaire. L'enthousiasme d'un peuple, l'émotion des enfants, Constantine a déjà donné tout cela. Elle donnera encore autre chose. Devant le président, des milliers d'anciens combattants vont maintenant passer, défilés pacifiques et grandioses. Tous ces hommes ont vaillamment tenu un fusil, ils ont maintenant repris l'outil. Ils sont l'expression, eux aussi, d'une patrie qu'on sert et qu'on défend, la France.
À l'ombre de Santa Cruz, les 300 000 habitants d'Oran attendaient le président depuis son arrivée sur le sol algérien. Et tout de suite, dès sa descente du train, Oran s'est libéré de cette somme d'enthousiasme qu'elle gardait enfermée depuis plusieurs jours. Oran est au contraire de Constantine une ville expansive. Et tout au long de ces rues qui le menaient de la gare à l'hôtel de ville, le président a pu le constater. À l'hôtel de ville, après avoir reçu le bouquet et donné le baiser traditionnel, le président Vincent Auriol, réclamé par des cris sans fin, doit venir au balcon. Une ovation formidable accueille son apparition. Oran, au paroxysme de l'enthousiasme, lui rend avec une fièvre toute méridionale un grandiose hommage. Toutes ces petites filles, vêtues comme des danseuses d'Espagne et parées comme des chasses, garderont maintenant toute leur vie le souvenir du président qui, dédaignant tout protocole, est venu jusqu'à elle. Mais Oran ne pouvait ne pas montrer au président l'une de ses gloires les plus authentiques, la Légion étrangère, fille de son département. La Légion était là, elle aussi, pour saluer l'hôte prestigieux. D'Oran à Tlemcen, le train court entre les terres riches que les blés et les vignes nappent de jaune et de vert. Dans son wagon, entre le président de l'Assemblée algérienne et le gouverneur général, le président redit sa confiance dans l'essor d'une Algérie française qui, en 100 ans seulement, a déjà parcouru un si long chemin. Et voici qu'apparaît Tlemcen. Tlemcen, que les Romains avaient baptisé Pomonia, les vergers, porte admirablement son nom. Tlemcen est le charme de l'Algérie. Et l'accueil de Tlemcen, où éclate plus qu'ailleurs l'accent autochtone de l'Algérie, ne sera nullement inférieur à celui des autres haltes de ce voyage triomphal. Une forêt de haïques drapées où un soleil apparaît s'anime sur le passage présidentiel. Et cette marée uniformément blanche couvre même les marches de l'église. C'est au Grand Bassin que se jouera le dernier acte du voyage. C'est là que l'Algérie traditionnelle, l'Algérie d'il y a 100 ans, est fidèle au rendez-vous que lui donna le président de la République. Autour de cette immense cuvette rectangulaire, des foules pittoresques attendent depuis le matin. Et venus de toute la province sur leurs chevaux, fusils au poing, des centaines de cavaliers vont en signe d'hommage faire assister leurs prestigieux visiteurs à la plus endiablée des fantasias. Dernier salut, dernier voyage.
ses mousquetades incessantes et ses charges répétées, la troupe entière des cavaliers s'en vient s'incliner au moment du départ devant le président. Tlemcen, avec son haut goût d'Algérie, va maintenant s'effacer. C'est au rang maintenant encore. Le départ. Les deux croiseurs, Georges Lègue et Gloire, sont sous pression. Une dernière fois, le président Vincent Auriol salue. Il salue par-delà les horizons cette population courageuse et patiente qui depuis un siècle façonne à l'échelle des peuples prospères une terre hier ingrate, aujourd'hui féconde. Il n'oubliera pas ce voyage où l'Algérie a marqué son amour et sa confiance. Amour et confiance, ce sont les mots que lui a dit l'Algérie.